Le professeur Jean-William va nous parler en premier de la radicalité, processus archaïque par l'éducation. Et à vous, cher ami. Merci. Bonjour à tout le monde d'abord. À chaque fois que j'ai à évoquer ces problèmes-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à au moins 3 de mes amis qui ont été assassinés. Le professeur Boussepsi, pédopsychiatre algérien, Tahar Jaoud, écrivain et journaliste, et Saïd Mekbel, qui était un ami intime. Sa femme m'a aidé dans ma première thèse. Journaliste, mais aussi physicien, mécanique des fluides, voyez-vous, qui était un collaborateur d'Henri Alleg, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie. Alors, moi je ne parle pas de radicalisation, j'en parlerai. Je parle de radicalité, parce que c'est un processus archaïque qui existe dans notre psychologie intime depuis l'enfance. Et c'est un avatar de l'éducation. Mais il y a les processus qui sont des processus sociaux, des processus généraux, qui touchent au fond toute la société. Et si on analyse tout cela, mais alors là, ce sont des bibliothèques complètes, les origines des guerres de religion, les révolutions, les mouvements humains et sociaux, les grandes guerres, ne serait-ce que les 2 dernières, les règlements de compte, les immolations, on ajoute maintenant par le feu, si vous arrivez à vous immoler autrement que par le feu, vous êtes très fort, et les suicides, j'en passe. Actuellement, on parle beaucoup de suicides dans la police, dans les milieux agricoles, etc., etc. Ce sont des milieux qui sont extrêmement en difficulté. Les médecins aussi, on en parle peu, des suicides chez les médecins, mais même chez les étudiants en médecine. L'université de Brest, il y a maintenant une dizaine d'années, 6 suicides de gens qui étaient près de la fin de leur formation. On peut s'interroger sur la difficulté qu'il y a à être dans certaines professions, l'agriculture par exemple, et d'autres. Vous avez entendu il y a quelques années parler des suicides aux télécoms, etc., etc. Parce qu'on parle beaucoup des agressions, mais ça va être l'objet d'autres interventions, mais l'auto-agression, ça fait partie des traits de radicalité, c'est ce dont je vais essayer de vous parler aussi. Mais là, j'en suis dans les causes sociales, dans toutes les situations d'anomie, l'impression de perte de valeur, etc. Déjà à la fin du XIXe siècle, c'était dans les tuyaux, Durkheim, etc., bon, le suicide. Mais on a, entre guillemets, progressé depuis ce temps-là. C'est un monde d'incertitude. À chaque fois qu'on traverse, historiquement parlant, une période d'incertitude, apparaissent des phénomènes de balancement extrémiste. Sentiment de perte de valeur, la morale, les aspects de corruption. Faut-il être honnête dans le monde actuel pour réussir? Et tout cela fait que, fond moral qui existe chez tout le monde, il y a une attente d'un ordre providentiel. Alors je pourrais aller vous chercher des exemples en Russie depuis les travaux de Dostoïevski, 19e, chez Galiev, etc. Regardez l'Allemagne, l'Italie avant la Deuxième Guerre mondiale. Regardez la Pologne, la Hongrie, le Brésil actuellement, et j'en passe. Tout cela tient au phénomène lié actuellement à l'hypermodernité, puisqu'on n'est même plus postmoderne, on est hypermoderne maintenant. On est dans les superlatifs des superlatifs. Je me demande comment on va finir. La mondialisation non éduquée fait courir énormément de risques. Pourquoi? Eh bien parce que nous entendons tous les jours des messages paradoxaux, instantanés, des slogans médiatisés. Allez chercher au fond de ce qu'il y a derrière les slogans. Mais ce qui fait mal, et ce qui fait mal aux jeunes et aux moins jeunes, c'est
l'hypersélection dans laquelle nous sommes entrés, avec de plus en plus de processus d'exclusion, de vécu d'abandon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, tout ce que nous balancent les technologies, qui produit de la confusion entre le concret, le réel, le virtuel, les fantasmes, les rêves, et puis des modèles dévoyés, la plupart du temps véhiculés par des histrions à la télévision, et vous voyez des ministres aller se produire dans ce genre de manifestations du samedi et d'autres. Alors, il est facile de comprendre qu'il y ait des réactions d'ostracisme banales, que on nous donne l'impression d'une prééminence du politique, je dis bien l'impression, d'une prééminence du politique et du religieux, mais cette prééminence, elle s'affirme. Elle s'affirme contre la faiblesse des idées en place. Je vous prends quelques petits exemples. De jeunes et de moins jeunes pour qui la religion, c'est devenu, face à leurs difficultés personnelles, un moyen de valorisation de soi, d'affirmation, de négation des autres, pour pouvoir s'affirmer. Voyez-vous, prenez un petit exemple, là, en face de faiblesse collective d'une commune qui paie le terrain pour installer une mosquée dans un État laïque, c'est quand même pas mal. On en arrive finalement à une liste religieuse au municipal. Molenbeek. Pourquoi ne fait-on pas d'enquête sur les gens qui vont constituer cette liste? On aurait des surprises. Parce que, je vous dis ça, parce que dans certains pays, j'en ai vu. La Fontaine avait résumé tout ça, les grenouilles qui demandent un roi. La radicalité, c'est le premier mode individuel de pensée. Le tout petit, dans sa sensorimotricité, vit les choses de façon concrète, opposée, satisfaisante ou pas. Et puis, progressivement, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, je pourrais, mais c'est pas l'heure. Il en arrive à une pensée symbolique de base. Et là, on comprend combien il est important que les qualités de l'enfant avec ses socius, la mère, la plupart du temps en particulier, mais ce n'est pas forcément la mère, est fondamentale. Ce que Bion a bien décrit, Bion qui était un élève d'Anna Freud, je vous renvoie certainement à ce que vous dites, la fameuse fonction alpha qui permet, en quelque sorte, que les sollicitations de l'enfant, émotionnelles, motrices, etc., qui sont désagréables, il a faim, il a froid, il est mouillé, etc., eh bien, c'est la mère qui, elle, arrive à convertir ce qui est désagréable en admissible, en agréable. Mais tout cela va amener progressivement à penser, à pouvoir sublimer, dépasser, résister au mauvais, au mal. Mélanie Klein a écrit des choses extraordinaires là-dessus. Winnicott aussi. Mais le processus de base, je pense qu'il a été décrit par Brunner, mort à 104 ans. Et la psychologie, ça conserve. Ça vous fait tomber, non? Alors, c'est le mode de désignation. Comment on désigne à l'enfant les choses, au tout petit? Et là, pour avoir travaillé avec des nourrissons en Algérie, avec des SNP, c'est-à-dire des enfants abandonnés sans nom patronymique, je peux vous dire que c'est très important. J'étais le seul homme dans les maternités, puis ensuite, quand ces enfants étaient abandonnés, à Hydra, j'étais le seul homme
Le seul autre homme qui était, c'était le chaouche à la porte, qui était en djellaba. Il fallait voir comment les enfants me découvraient, ou avec peur, avec une concentration, ou alors avec un relâchement. Bon, enfin bref. Mais c'était la façon dont on signe, on désigne les choses. La façon ensuite dont on en parle, dont on les dénomme. Tout ça dans ce que Brunner appelle une deixis interpersonnelle. Comment on se présente. J'étais avec 2 ou 3 de mes étudiantes et elles étaient surprises que d'abord j'étais en ce temps-là avec des blouses et j'avais fait couper les manches pour qu'il y ait un contact physique, peau à peau. J'étais nu sous ma blouse. À ce moment-là, c'était des blouses col Mao et je leur demandais, elles, de venir en robe kabyle, d'être peu vêtues. Alors, au début, je vous assure que ça posait quand même un certain nombre de problèmes, de façon à ce qu'il y ait ce contact charnel. Et ensuite, on est arrivé à l'imposer dans cette fameuse pouponnière d'Hydra, et il y a eu des résultats extraordinaires. Malika Aïd Saada, qui a fait un magistère là, sur ce travail, a quand même été interrompu dans son travail parce qu'il est mort 162 enfants sur 166, une année où il y a eu la rougeole. Mais ils sont morts de la rougeole, oui, mais ils sont aussi morts des situations abandonnées qui étaient les leurs. Ces enfants se suçaient les doigts, faisaient du mérisisme, ils se suçaient les doigts, ils bouffaient leurs ongles alors qu'ils n'avaient pas de dents. Et Annette Yaquer, la femme du ministre du Commerce, a fait une thèse sur ces problèmes-là, sous la direction de Boussepsi, justement, mais c'était très mal vu à ce moment-là. Et puis tout ça se passe dans une deixis spatio-temporelle, le temps et l'espace. Ce n'est pas à nous d'imposer à l'enfant la temporalité, c'est à nous de sentir comment il arrive à assumer, à accommoder. Chaque enfant a un vécu différent. Les enfants avec lesquels, par exemple, j'avais mis au point une technique d'entrée en contact. Ces enfants-là nous arrivaient au bout de 4 mois, alors qu'ils étaient avant à Rouiba, allongés sur des petits matelas et, comme je disais, on branchait, les berceuses passaient avec une espèce de caddie et branchaient les enfants avec la couche avec laquelle elles allaient les veiller après. Et puis, ces enfants-là nous arrivaient complètement amorphes. Quand vous les preniez dans vos bras, ou vous aviez affaire à des enfants hypersténiques, ou alors complètement amorphes. Et j'avais instauré un système de bercement, yeux à yeux, ou rien. Et progressivement, là, je vous assure que j'en parle, j'aurai toujours le frisson. Progressivement, les enfants sentaient, ceux qui étaient crispés se détendaient, et ceux qui étaient mous, flasques, ils percevaient ce balancement. C'est l'oreille interne, le médecin dirait tout cela. Bon, eh bien, le premier enfant que j'ai pris comme ça, c'était un garçon. Il m'a gratifié. Il m'a fait pipi dessus. Toute ma vie, je me souviens de ça. Alors, tout cela, voyez-vous, ça passe par quelque chose qui est sensitif. C'est ce qu'a très bien compris Bion, qu'il l'a mis, lui, qu'il l'a très bien décrit dans ses ouvrages. Progressivement, l'enfant, dès ce moment-là, il apprend à mieux supporter les frustrations. Il effectue des apprentissages à lui, à son rythme, etc., comme il les perçoit. Chacun est différent. Et déjà, chez les tout-petits, de 14, 16 mois, il y a des capacités de résilience, des capacités de rebondir. Ils trouvent des trucs. La socialité, c'est la radicalité. Les premières pensées de l'enfant sont des pensées binaires. Opposition de valeurs. Bien, mal, beau, laid, bon, mauvais, grand, petit. Mais tout cela, ça lui est prêté. C'est ce que nous dit Brunel. Si la radicalité
est fondée sur une base rigide, eh bien, vous allez développer un enfant, un sujet avec des croyances fermées. Il va rester. Si le problème d'identité de base manque de cohérence, de cohésion, de constance éducative, alors quand je parle de cohérence, cohésion, constance, cohérence interne, mais conditionnée dans l'interaction par les relations avec l'extérieur. Tout sujet qui n'est pas à la base, dans les premières années, préparé à cette interaction de qualité, avec des interactions de qualité, c'est ce qu'a très bien décrit Stern, eh bien, lui, il se maintient en grande partie dans une bipolarité de sa pensée. Il est dans une omnipotence, ou, au contraire, dans le sentiment d'impuissance, dès cet âge-là. Alors, quand on nous parle d'entrer à l'école à 3 ans, c'est sympa, il va encore falloir remonter, comme j'ai dit tout à l'heure trivialement, il va falloir commencer ça dans le sein de sa mère, et il y a quelqu'un qui a encore trouvé ça in vario. Enfin, bref. Mais attention, d'ici quelques temps, il n'y a plus que les femmes qui vont procréer, hein, croyez-moi, les hommes vont s'y mettre aussi. Là, on est à la socialité, cet aspect binaire d'opposition très important. Et on va passer à la sociabilité. De 2 ans et demi, 3 ans à 6, 7 ans. Avec l'instauration, toujours, progression, d'une conscience de soi à balance positive ou négative. Il ne faut pas oublier que l'enfant a conscience de sa faiblesse. Et que le rôle des adultes est déterminant dans des oscillations qu'il manifeste entre omnipotence et nullité. Un enfant de 4 ans et demi, dont les parents sont en voie de divorce et qui est très mal, me dit, tu sais, moi je suis pas bon. Ah bon, t'es pas bon? Oh, attends, donne que je goûte. Bon. Et bah, rien qu'une réaction comme ça, bon, ça va, avec celui-là, je peux me lâcher. Je dis quoi, t'es pas bon? Non, je t'explique. Ouais. Eh ben, avant, moi, j'étais pas là. Ouais. Ben, mon papa et ma maman, ils s'aimaient bien. Eh ben, moi, je suis là, ils s'aiment plus. Ben, c'est de ma faute. Voilà comment raisonne un enfant de façon binaire. Cet enfant-là, les parents étaient vraiment en conflit. Je suis arrivé à les faire venir, chacun de leur côté d'abord, puis ensemble, avec l'enfant qui est arrivé avec la mère. Et dans mon bureau, il est grand. Comme j'étais élève de Zazo, qui avait lui-même le bureau de ballon, je sais qu'il faut un grand bureau. Et on a joué au ballon avec mon ballon de mousse. Alors j'ai dit, bon ben voilà, on va jouer à faire des passes, attention, celui qui laisse tomber, hein, là ça va pas aller. Hein. Et j'ai joué avec l'enfant. Et j'ai dit, bah attends, on va pas jouer tous les deux, hein, ils sont là, il faut qu'on joue. Il a passé le ballon à sa mère, qui me l'a renvoyé, je l'ai renvoyé à l'enfant, qui l'a renvoyé à son père, qui me l'a renvoyé, etc. Puis à un moment, j'ai fait aux parents, comme ça. La mère a envoyé le ballon au père. Alors là, j'ai vu, et là, l'aspect symbolique, j'ai vu combien l'enfant, eh bien, je peux vous assurer qu'une heure après, l'enfant repartait pour mon chemin privé, en tenant ses parents chacun d'une main. Et ce sont des choses comme celle-là, qui sont très importantes, pour amener ce processus
d'équilibration. Tous ces enfants sont confrontés à ce qu'ils croient être des situations qui leur sont propres, spécifiques. Parce qu'ils sont dans un âge où ils sont égocentriques, égocentrisme enfantin, classique, etc. Arriver à décentrer, à montrer qu'il y a toujours une possibilité d'interaction, de communication, c'est fondamental. Alors, l'enfant confronté à ces difficultés, à ce sentiment de faiblesse, etc., comme disait mon maître Simondon, heureusement, les hommes ont inventé les mythologies. Les mythologies servent à attendre. Ah, Icare, il a essayé de voler. Vous savez comment il a voulu tellement monter près du soleil qu'il s'est cassé la gueule, la cire a fondu. Bref, ça c'est du mythe. Ce sont des histoires. Regardez combien les enfants sont sensibles aux contes de fées. Combien ils sont sensibles aux fables, aux histoires. Je reviens chez moi, j'avais oublié quelque chose, ça ne m'arrive jamais, pour une fois sur deux. Et ma petite fille était en train de regarder la télévision où sa mère lui avait mis la cassette Blanche-Neige. Et je vois Alessandra dans le fauteuil, complètement tétanisée, horrifiée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, papy, tu sais, le chasseur, il va attraper Blanche-Neige, il va la tuer. Et je dis, mais non, c'est une histoire, mais de toute façon, non, le chasseur, il va pas l'attraper. Mais pourquoi il va... Mais parce que la méchante reine, bien, il m'explique tout ça. Je lui dis, non, tu vas voir, je sais, il va trouver un cœur, et puis il va amener ça à la reine, et puis elle est bête. Bon, puis elle va croire. Mais je dis, mais au fait, pourquoi ça? Mais parce que la méchante reine, elle veut pas. Blanche-Neige, c'est la plus belle de la Terre. Et je lui dis, mais non, c'est pas Blanche-Neige la plus belle de la Terre. Ah bon? Ben c'est qui alors? Ben, je dis, c'est toi. Ah bon? 2 jours après, dans la salle de bain, avec sa mère, dans la baignoire, dis donc, maman, tu sais qui c'est la plus belle de la Terre? Non. C'est Blanche... Non, c'est pas Blanche-Neige. C'est moi, papy, il l'a dit. Voyez-vous, là, vous avez l'égocentrique. Bon, depuis ce temps-là, elle a changé. Elle a 19 ans, elle est à l'université. Bon. Mais, vous voyez, c'est tellement important. Ces mythologies d'attente. Et l'idée de Dieu, c'est quoi? Alessandra, encore, un jour, elle me dit, dis donc, c'est quoi le Dieu? Bah, le Dieu, moi, je sais pas, le Dieu. Mais, il est gentil ou il est méchant? Je dis quoi, il est gentil ou il est méchant? Mais oui, parce que le Dieu, des fois il est gentil, des fois il est aussi drôlement méchant, il donne des punitions. Alors il est gentil, il est méchant, il est vengeur, Si vous aviez affaire à des enfants grecs, comme on a eu affaire à des étudiants grecs, eux, à l'école, ils apprennent la mythologie. Eh bien, je vous assure que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Parce que dès qu'ils ont cet âge-là, il y a des questionnements sur le devenir. Quand je serai grand, quand je serai grande. Et là, vous vous rendez compte, après, quand vous faites des expertises judiciaires, par exemple, médico-légales, que dans les tests projectifs, en particulier, Rorschach, TAT, test des 3 personnages, j'en passe, les identifications primaires et les projections de soi
sont à la base des réactions pathologiques ou criminelles ou que l'on peut rencontrer. Il y a toujours, fondamentalement, une relation avec des questions relatives aux repères d'espace et de temps. Fondamentalement. Et progressivement, les aspects de chronologie, dès les âges de 6-7 ans, mais vous allez voir après, se posent. Chronologie basique, un enfant demande à son grand-père, Michel Perrin, pour ne pas le citer, « Dis, papy, t'es vieux, toi ?»« Ouais. »« Dis donc, il y en avait encore des dinosaures quand t'étais petit ?» Sensibilité à des symboles moraux, comme j'ai tout à l'heure, préconventionnels. Fondé sur le bien de mal, etc. Punition, obéissance. Exemple trivial, rapporté par mon épouse. Elle arrive dans une école maternelle, il y a un enfant qui est comme ça sur le mur en train de pleurer. Elle va le voir. Qu'est-ce que tu as qui va pas, mon chéri? Non, Françoise, hein, je suis pas un pédé, hein. Les autres, ils me traitent de pédé. Comment? Ils te traitent de pédé? Hein, pourtant, je suis pas un pédé, moi je travaille bien à l'école. Tout est fondé sur une instrumentalisation naïve des choses. Le bon point, le cadeau. Mais ça n'a rien à voir avec l'honnêteté, avec la justice. C'est dans l'immédiateté. Un enfant échange un dépliant de chocobéenne contre la chevalière en or de son père. Heureusement, les parents étaient intelligents. Parce que le dépliant de chocobéenne, il lui est arrivé un sort un peu spécial qui n'avait pas pu arriver à la chevalière. Bah oui, le gamin, il avait vu ce gros machin là dans la table de nuit, il l'avait mis dans sa poche et il a vu un copain avec un dépliant de chocobéenne. Bah, on avait fait un échange. L'autre, il avait fichu ça dans son sac et là, on est vraiment dans du naïf. Et on entre dans le conventionnel pour être un bon enfant, pour plaire, pour faire plaisir. Mais déjà, pour aider avec l'intention d'aider l'autre. Et là, on est vraiment, je pense, au cœur du problème. C'est l'entrée dans la sociabilité. Mais l'entrée dans la sociabilité ne peut se faire sans problème que si tout ce qui est en amont s'est fait dans des interactions favorables à l'enfant où on prend du temps pour lui répondre. Mon épouse, quand je l'ai connue, elle était enseignante. Elle était enseignante dans une classe de cours préparatoire et elle était un sujet d'étude pour l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où on la filmait en train de répondre aux enfants. Ça a été dur pour elle de constater qu'elle consacrait les 3/4 de son temps à 5 ou 6 enfants qui, au fond, n'en avaient pas besoin, et parce qu'il la captait, et que celles et ceux qui en avaient le plus besoin, elle ne consacrait pas forcément le temps qu'il aurait fallu. Et si ça s'était vraiment valorisé, ça changerait beaucoup de choses. Alors cette sociabilité apparaît entre 6-7 ans, 8-9 ans, c'est l'ouverture sur autrui,
la coopération, le partage, l'échange. Sortir de la spécificité pour entrer dans la réciprocité. C'est ce que j'ai oublié de mettre, je l'avais mis sur l'autre. Bref, sortir de la spécificité pour entrer dans la réciprocité. Alors, vous connaissez peut-être une petite expérience faite par Piaget et Ruth Nielsen, une de ses étudiantes, sur le partage alterné. Alors, c'est une galéjade, mais alors, je l'ai faite nombreuses fois avec des enfants, et ça nous indique énormément de choses. Alors, les enfants sont séparés par un battant. Ils ne se voient pas. Et il y a une ficelle, et au bout de la ficelle, il y a un crayon. Et on leur dit, ben voilà, vous prenez le crayon, et vous allez dessiner un bonhomme. Alors, on vous donne 5 minutes. Mais en 1 minute, vous allez faire le bonhomme. Ouais, mais il y a un problème. C'est que la ficelle est trop courte pour que les deux enfants dessinent en même temps. Alors, il y en a qui passent leur temps à tirer sur la ficelle, et puis il y en a un petit dominant, puis hop, l'autre, sur un machin. C'est ça le partage alterné. Eh bien ça, c'est extrêmement significatif. Comment l'enfant entre dans ce jeu? Je faisais un travail pour le ministère de la Défense sur l'étude de la citoyenneté de 7 à 77 ans, avec heureusement 16 de nos étudiants. Et bien entendu, je participais comme un autre, et j'ai affaire à Ali, 7 ans. Décidé, Ali, une bouille, rien qu'à vous écrouler, rien que de le voir, et il me dit, hey, attention, hein, tu sais, moi, je suis marocain. T'es marocain? T'es pas français? Non, je suis marocain. Et nous, tu sais, on n'a pas un président. Ah bon? On a un roi. Alors là, cette phrase, elle m'est restée dans la tête. Tu sais, avant, on avait un roi vieux. Il s'appelait Hassan II. Maintenant, on a un roi neuf. Il s'appelle M6. Puis il fait du squatter de la mer avec ses copains. Bon, à partir de là, j'avais écouté Ali, on a pu discuter. Il avait besoin de se présenter, etc. C'est très important pour un enfant de lui permettre de se présenter et après, justement, de l'amener à dire, bah, on a discuté politique avec Ali. C'est quoi un roi? À quoi ça sert, etc. Et c'est quoi un président? C'était une véritable éponge, ce gamin. Ils sont tous, d'ailleurs. Alors, devant un parterre d'inspecteurs d'académie, je me suis fait ma réputation. Parce que j'ai dit, vous avouerez quand même que l'école est vraiment paradoxale. Il faudrait que j'aille dire ça de l'autre côté. C'est au moment où les enfants entrent dans le partage, dans la coopération, dans l'échange, qu'on leur dit, chut, chacun sur votre cahier, attention, classement, les bons, les mauvais, etc. Ce jour-là, un inspecteur d'académie m'a dit, mais quand même, vous n'allez pas apprendre aux enfants à copier. Je lui dis, c'est vrai, parce que je suppose que vous, monsieur, tout ce que vous savez, jamais personne ne vous l'a appris, vous l'avez appris et compris vous-même. Vous n'avez jamais copié sur personne pour apprendre. Sans commentaire. C'est l'âge où l'enfant se pose des questions sur le monde concret, réel, vrai. Il veut savoir. Il veut comprendre. Bon, chez Piaget, c'est le stade des opérations concrètes. Ah bon, plein d'autres. Mais il y a le petit malin. Au Cameroun. Les fameuses pièces de Piaget. Vous mettez 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, OK. Et après, vous étalez les pièces sur la table.
Eh, t'as vu, on n'en a pas enlevé, on n'en a pas mis. C'est pareil ou c'est pas pareil? Oh, l'enfant qui ne conserve pas. Oh, bah non, c'est pas pareil. Là, il y en a plus, c'est plus grand. Oui, mais il y a un petit malin qui m'a dit, quand je vais acheter des macabos, des cacahuètes, si je donne toutes mes pièces, il me donne les macabos et il me donne un petit cadeau. Mais si je vais chercher avec une pièce, il me donne un petit cadeau. Avec une autre pièce, il me donne un petit cadeau. Piaget était mort, j'ai pas eu le temps de lui en parler. Non. Parce que j'ai eu une discussion avec lui en 1976 sur des problèmes comme ça, justement, par rapport à l'Algérie. J'étais déjà en Algérie à ce moment-là, en coopération. Mais bon, et les enfants arrivent à nous retourner des fois de façon absolument extraordinaire. Il y a de grandes découvertes qui ont été faites comme celle-là. Bon. Alors, on est dans le concret et progressivement on passe à l'abstraction, c'est-à-dire relativité de l'espace et du temps. Les questions qui sont fondamentales à ce moment-là avec eux, c'est quoi le même? C'est quoi le différent? Pas le même. C'est quoi la chronologie? C'est quoi la hiérarchie, etc. Les collections. Vous avez des enfants qui deviennent des collectionneurs absolument extraordinaires, etc. Mais c'est analysé, il ne faut pas que ça devienne pathologique, etc. Parce qu'il y en a qui deviennent vraiment obsessionnels. Tout ça s'analyse, c'est important. Mais, comme l'a montré Winnicott, c'est jouer sur les réalités. Alors, comme je dis toujours, le jeu a deux significations. Premièrement, c'est l'aspect ludique du jeu. Je crois que je parle assez fort, le micro, il doit quand même entendre. Sinon, après, les oreilles vont éclater. Le jeu, c'est l'aspect ludique, mais c'est aussi l'aspect mathématique. Le jeu dans les engrenages, les degrés de liberté. Et cela, c'est important. Ça devrait faire partie de la formation des enseignants. C'est l'âge où l'enfant commence à avoir des questionnements importants sur la société, sur la famille, sur la morale. Et quand vous avez un enfant de 4 ans qui vous dit la maman a 5 enfants de 4 pères différents. C'est dans une ville de la Somme où il y a une grande sucrerie, et il y a beaucoup de routiers qui passent à partir d'octobre jusqu'en décembre. Et cet enfant me dit, dis donc, c'est quoi un papa? Eh ouais. Et là c'est important parce qu'ils recherchent l'approbation. Ils recherchent l'approbation de leur point de vue. Oui, mais... Et là, on propose des ouvertures. C'est tellement important. On passe de la sympathie à l'empathie. Comme disait l'un de mes maîtres, questionnement quand je suis arrivé à l'Institut de psychologie de Paris. Parmi vous, il y a des enseignants. Est-ce que vous êtes devenus enseignants par sympathie, empathie avec les enfants, ou vous êtes devenu enseignant pour finir de régler les comptes que vous n'aviez pas réglés avec votre propre enfance? Alors voyez-vous, dès cet âge, le sentiment d'exclusion, le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, le sentiment de mise à l'encan est perçu. C'est le dépit et le repli. Voire les premières réponses de vengeance. Des enfants de 6 ans qui vont mettre le feu à leur école, par exemple. Là, vous avez affaire à une réflexion véritablement de fond sur ce qu'est la radicalité qui va aboutir à des conduites de radicalisation qui ne sont pas, et de loin, pas que religieuses surtout. Elles sont politiques, elles sont sociales, partout, partout, auto ou hétéro.
agressive. Et ça, je crois que si, au lieu de faire parler de grands experts qui sont experts sur tout, on réfléchissait sur ces aspects de fond, ça réglerait, ça permettrait peut-être de régler les problèmes actuellement. Quand vous voyez des tout petits de 2 ans et demi ou 3 ans qui entrent à l'école maternelle et qui refusent d'être à côté d'une fille ou ceci ou cela, etc., bon, ou plein d'autres choses comme celle-là. Bah oui. Yamil a eu une façon avec des tout petits d'arriver à les déstabiliser. Je vous prends un exemple avec un enfant de 6 ans. J'ai un jour dans ma boîte aux lettres à l'université un courrier qui est adressé par un père, prof de sociologie. La mère est bibliothécaire, chef bibliothécaire dans une grande ville. Le courrier est intitulé « Lettres de parents dépassés ». Ils ont un enfant de 6 ans et quelques mois, intenable. Cet enfant est à l'école annexe de l'école normale de Beauvais en ce temps-là, etc. Bon. Les enseignants ne savent pas quoi en faire. Est-ce que tu pourrais voir cet enfant? Oui. Nous convenons d'une réunion avec l'enfant pour le samedi, pardon. Le vendredi soir, le père m'appelle. Il faut que je te passe ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on ne lui a pas dit qu'on venait chez vous. Comment on va faire pour lui annoncer ça? Ben, je lui dis, on va lui annoncer. Ah oui, mais il va pas vouloir. Votre mari, il est baraqué comme un 3e ligne de rugby, il a une moustache en guidon de course, etc. Il attrape votre gamin, il le ficelle, il le met dans l'espace, puisqu'ils avaient un espace, et vous me l'amenez. 15 heures, ça sonne. Ou plutôt non. Bam, 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 bam. J'avais une main en bronze sur la porte. Bam, bam. J'avais dit à ma femme, moi je suis là-haut, c'est toi qui les accueilles. Regardais, vous voyez pas. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour toi, comment tu t'appelles? Je te dis pas bonjour. Bon, ben moi je te retire mon bonjour. Entrez dans le salon, mon mari est occupé, il va arriver. J'arrive, je dis bonjour à mon collègue, je dis bonjour à son épouse, et je dis bonjour à cet enfant en lui donnant un prénom qui n'était pas le sien. C'est pas comme ça que je m'appelle. Je dis, oui, mais t'es chez moi. Moi, je t'appelle comme je veux. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, écoutez, je vous assure, il pousse sa mère sur le fauteuil, et plouf, il a fait ça. Et il lui lève les jupes. Alors moi, je discute avec mon collègue, et il fait le Jacques comme ça, il grappe sur sa mère, discute avec. Puis alors, à la fin, quand même, il se met entre nous deux. Et il me dit, je connais plein de gros mots. Oh, ben je dis, ça tombe bien. Je suis collectionneur de gros mots. Attends, important, d'ailleurs je t'aide. Attends, je vais chercher un papier. Je reviens avec un papier, un crayon, je dis alors vas-y, je t'écoute. Je fais la liste. Alors, voyez, il y avait du vocabulaire quand même. À un moment, alors, sans le regarder, je lui parle, non mais attendez, vous me dites quoi ce gamin-là? Il se prétend grand champion en gros mots. Il est nul. Ces gros mots. C'est sale chez toi. Ah, j'ai dit, t'as raison. Parce qu'on travaille toute la semaine et on fait le ménage le dimanche, les samedis. Mais tous ceux qui nous disent c'est sale, tais-toi, on leur dit, t'es pas content, tu fais le ménage. T'as qu'à me donner un chiffon. Je dis, tu rigoles. T'as un pull-over, il paraît que pour faire les poussières, il n'y a rien de meilleur. Il tombe le pull-over et qu'est-ce qu'il fait? Il fonce vers la cheminée. Ou malgré qu'il y avait encore un peu de sang, et là, il barbouille tout. Alors les parents, j'ai fini. Oh, t'as fini, tu rigoles? Il y a 7 pièces dans la maison. Alors si tu vas dans le grenier, alors là, fais gaffe, il y a des rats, putain de sort, avec des queues comme ça. À la cave, alors là, c'est des crapauds. Ils te crachent à la gueule, tu deviens aveugle. Mais comme ça, et bon. Alors tu commences par où? En haut, vas-y. Bien entendu, il n'est pas allé dans le grenier, il est dans mon bureau.
Et il revient, au bout d'une minute. Alors les parents disent, je vais vous le détruire, je vous préviens. Mais après, j'ai dit là, je vais vous le casser. Il revient, dis maman, là-haut, le monsieur, il a un grand bocal avec des galops en acier. Bah oui, les gamins qui viennent chez moi, il y a tout. Poupées, il y a des marionnettes. Alors je dis, Focus, tu veux des billes? Va chercher le bocal. Alors la mère, mais s'il tombe avec le bocal, j'attendais, j'espère qu'il sera assez intelligent pour lâcher le bocal. Il faut de temps en temps repenser avec de l'aime, il faut prendre des risques. Bon, il est descendu avec le bocal, hein, et alors vas-y, attends, je vais chercher un sac en plastique. Je reviens avec le sac en plastique. Et je lui dis, bah vas-y, tu choisis. Je peux prendre celle-là? Je dis, attends, celle-là elle est cassée. Tu te fous de moi? Je sais que c'est des galops en acier que tu veux. Alors prends des galops en acier, et le courage. Alors, prends les galops. Je dis, alors maintenant, ça va, t'en as assez? Ouais. Tu me remontes le bocal. Il remonte le bocal, il redescend, et je lui dis, alors tu vois, t'es vraiment un nul. Hein. Parce que si pendant que t'étais parti remener le bocal, j'avais dit à tes parents, barrez-vous, retournez à Beauvais. Tu sais retourner à Beauvais, toi, tout seul? Non, t'es nul. Sans eux, tu peux rien faire. Ouais, ben, ils ont dit que t'allais me faire dessiner. Moi, je fais pas dessiner les petits cons. Je fais dessiner les enfants sympas. Et maintenant, je t'ai assez vu. Allez, fous le camp. Reparti. Le soir, les parents m'appellent et me disent oh ben dis donc, on l'a assis derrière, on l'a ceinturé, il n'a pas bougé, on est arrivé à Beauvais, et depuis ce temps-là, on a à peu près la paix. Je dis surtout, ne relâchez pas. Vous êtes dominé par cet enfant. Et alors, je dis, mais pourquoi? Tout à l'heure, ta femme m'a dit que vous aviez un autre fils. Ah ouais, mais il est beaucoup plus grand. Ah, quel âge il a? 22. Oui. Il est à l'ESSEC à Lyon. Ah. Et vous avez... alors là oui, mais c'est le grand qui voulait un petit frère. Je dis, et madame, vous n'avez pas entendu parler d'Oedipe dans le temps? Ah bon. Je dis, mais ayant fait un petit frère au grand, vous lui avez permis d'avoir une copine. Ben, elle me dit, comment vous savez ça? Ben, je dis, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Vous aviez établi une relation un peu omnipotente, et puis là, vous avez fait un enfant, lui se sent détaché, il a une copine. Ben, elle me dit, oui, c'est vrai. Et vous savez qu'il est venu à la maternité avec une copine. N'y attendez pas. Au final, les parents n'en sont toujours pas venus à bout. C'est le grand qui a pris le petit, avec lui. Il a fait l'ESSEC, mais il n'a jamais été prof d'ESSEC. Il a ensuite refait de la philo, il est devenu maître de conférence de philo. Et c'est lui qui est arrivé à... Parce que les parents étaient dépassés et ne sont jamais arrivés à récupérer les situations. Parce qu'il aurait fallu qu'ils prennent une distance qu'ils n'ont pas prise. Alors là, voyez-vous, quand il y a tous ces problèmes-là, dès cet âge, c'est là que se profilent des sentiments asociaux de toute puissance ou de toute impuissance. Des enfants qui vous disent « je suis nul », des passages à l'acte rageur, des colères, hein, des premières déviances. Mais ce ne sont pas des déviances stratégiques. Et, vraiment, ça se discute avec eux. Pourquoi tu as fait ça? Ils posent des questions là, c'est le moment où ils commencent à poser des questions sur les organisations, la famille, l'école, etc. Mais le problème, c'est d'arriver à leur faire exprimer les questions. Les jeunes pensent aux questions, mais les posent rarement. Voyez-vous, mon épouse,
dans les lectures faites avec les enfants, elle partait systématiquement, le matin, il y avait un quart d'heure de discussion avec les enfants, qu'est-ce que vous avez fait hier soir, et on composait un texte, et c'était la base de lecture. Et à partir de ce texte, on enrichissait le vocabulaire. Tiens, on a dit ça, on aurait pu dire autrement. C'est pas 4 fois 15 minutes de... Non. C'est un véritable enrichissement. Parce que vous voyez, au travers de tout cela, poser des questions sur la famille, sur l'école, sur la société, la religion, le travail, la hiérarchie, les études. Ils se posent toutes les questions dans leur tête. Mais est-ce qu'on leur demande leur avis? Est-ce qu'on en fait déjà des petits citoyens? Très peu. C'est dans les familles que ça peut se faire, et ça se fait. Parce qu'il y a une sensibilité aux règles, aux lois, aux droits, au respect des autres et de soi. J'étais président d'un club de foot. Nous avions, avec des étudiants, installé une caméra au-dessus du toit du local où ils venaient s'abriter, des vestiaires. Et on les filmait pour leur montrer comment ils pouvaient déjà occuper l'espace, parce que tout le monde est autour du ballon, etc. Non. De ces gamins, on était vraiment des champions, 2e division départementale. Nous vous avons gagné avec ces jeunes devenus cadets la Coupe de l'Oise contre les grands champions du centre des cadres sportifs de Chantilly. 2-0. Eux qui étaient arrivés en roulant des mécaniques, allez, on vous en met 10 et on arrête après. On a vu. Il y a les premiers questionnements philosophiques à cet âge-là, par rapport aux personnes, à la personne, aux personnes, par rapport au genre. Et là, c'est une situation nodale. Par rapport aux générations. Ce n'est plus papy, t'es vieux, tu vas mourir, papa et maman, ils vont divorcer, je vais plus avoir de maison. Disait ma petite fille. Non. Là, on cherche à comprendre. Tout ce qui est collectivité, individualité, ils sont très sensibles à ces problèmes-là. Les appartenances humaines, sociales. Ça, c'est du Lippmann. Ils se posent des questions par rapport aux évolutions historiques et sociales. L'homme, le citoyen. Ce ne sont plus des slogans. Ils adhèrent à des slogans si on ne les cultive pas. C'est encore du Brunner, car la culture donne forme à l'esprit. Et ça, c'est fondamental. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, la déradicalisation en piqûre, en pilule, là. Ça ne marchera pas. Ils en sont à ce moment-là à une morale conventionnelle. Mais le choix de l'ordre et de la loi, ça va avec la citoyenneté. Quel ordre? Quelle loi? Quel partage ou quelle spécificité? Vous comprenez? Encore un exemple. Je suis dans une file, en Algérie on dit une chaîne, au consulat général de France pour faire renouveler ma carte d'identité consulaire. Mitterrand vient d'être élu, et les Algériens, là, disent « Ouais, on va voter au municipal !» Et moi, je leur dis « Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. » C'est quand les municipales à Alger, à la Daïra de Bourg-en-Bresse? Bah, quoi, pas. Non, mais parce que moi aussi, je vais voter. Ah, bah non! Toi, tu peux pas. Quoi, comment je peux pas? Bah, si vous votez en France, bah, nous, on est en Algérie, là, pour un moment, on travaille aussi pour l'Algérie. Ah, bon, ah bah non, 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 ça c'est des spécificités. Non, non, on peut pas. À partir du moment où il ne peut pas y avoir d'échange, à partir du moment où on se considère comme spécifique, combien de fois je l'ai entendu, la spécificité? Mon culte aurait dit ceci. Et
Là, il y a un travail de fond véritablement à faire. Et ce travail-là, dans les IUFM devenus SP, n'est-ce pas, je parle sous la houlette de mon collègue, on n'en parle pas beaucoup, hein. Mais dès cet âge-là, on peut considérer que ce sont des citoyens. La personnalisation, au-delà, 14-15 ans, alors personnalisme, hein, je ne vais pas vous renvoyer à Mounier, Fraisse, etc., Ricoeur, qui habitaient tous ensemble, hein, tous ces gens-là vivaient ensemble, en blanc manteau, dès avant la guerre, 39-40. Et eux, ils avaient fait une véritable colonie, tous ces grands esprits. Et là, dès 14-15 ans, c'est l'attrait pour l'abstraction. Alors, je zappe, hein, entre se passe plein de choses, mais c'est surtout la mise en place de la puissance intellectuelle, l'attrait pour l'abstraction, pour les grandes idées, les grands concepts. Le tout, à ce moment-là, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils arrivent à se fixer des objectifs. Mais des objectifs qui soient, vous voyez, dans le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, limités. Je n'ai absolument pas de niveau, un niveau minimal en mathématiques, et je veux être pilote. Il va en falloir passer par un certain nombre d'impératifs, etc. Et bon, ça n'est pas impossible. Mais l'important est de pouvoir définir des projets. Et définir des projets, pas tout seul dans son coin, avec eux. Il n'y a pas de projet qui puisse ne pas répondre à des impératifs comme cela. Moi, j'étais projeté pour devenir normalien, ce que n'avait pas pu être mon père, orphelin de la guerre 14, qui a été obligé de quitter l'école quand son grand-père est décédé. Mon frère, cadet, c'est l'une de mes filles qui a fait cette étude sur 17 familles dans la nôtre. Mon frère cadet était profilé pour devenir coiffeur. Parce que mon autre grand-mère maternelle s'était remariée avec un de ses frères qui avait un salon de coiffure, etc. Mais il est devenu coiffeur, mais il est devenu prof de coiffure, après avoir fait l'école de coiffure de Paris. Et les parents disent, un coiffeur, ça ne fait pas couper les cheveux. Ça dessine. Ça fait de l'anglais. Ça connaît la chimie. Ça se fait d'esthétique, etc. Bon, il était en même temps prof au lycée des Jacobins à Beauvais et dans ses salons de coiffure. Mon frère aîné, lui, puisque le grand-père paternel était aussi tué à la guerre 14, mes deux parents étaient orphelins de guerre, était dans l'agriculture. Mon frère est venu dans l'agriculture, mais avec des brevets de techniciens en ce temps-là, qui étaient rares. Hein. Et on disait à mes parents, mais pourquoi aller à l'école d'agriculture? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sécher le blé avec un poêle? Remettez-vous un peu en arrière et vous verrez des choses là, comme celle-là. Définir des objectifs. L'objet d'abord, l'objectif et le projet. Comment arriver à la réalisation du projet? C'est l'âge de la philosophie et des engagements. Mais engagement dans quel camp? Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelqu'un qui a fait une petite prouesse. On l'a retrouvé sur le plateau à Creil, que je connais très bien. Moi, il m'est terriblement sympathique, ce garçon. Il m'est terriblement sympathique. Ben oui, il y a eu une mort. C'est pas lui. Il a toujours déploré la mort de cette jeune femme. C'est un espèce de Robin des Bois. Comme Pablo Escobar était une espèce de Robin des Bois chez lui.
Oh, voyez-vous, quels engagements? C'est très important. Je me retrouve en face d'un garçon de 37 ans, à la prison des Carabiniers, rue des Carabiniers à Arras. Ce garçon, Manouche, sa femme est fixée, il a 3 enfants, et lui continue à mener une vie d'errance de Manouche, et il passe en cour d'assises à Douai. Lui, son rôle, c'est d'aller repérer les supermarchés, par où on entre, par où on sort, par où sort le fric, etc. Il rencarde, il donne les infos. D'autres passent à l'acte. Cour d'assises, 11 d'un côté, lui, un peu de côté. J'ai expertisé cet homme, 37 ans. Il arrive, alors boule à zéro, etc. Il est tatoué, mais alors il n'y a pas 3 cm² qui n'est pas tatoué. Vous voyez ma carrure, lui 1m90 à peu près. Qu'est-ce que je viens encore foutre ici? Bah, je suis expert. J'en ai déjà eu 3. Bah oui, je suis 4e, cour d'assises, il en faut 4. Il reste debout. Bah, je lui ai dit, écoutez, ou vous restez debout, ou alors vous voulez pas, et moi, je m'en vais, mais ça la foutra mal à la cour d'assises que vous ayez refusé la 4e expertise. Bon. Et je commence à lui poser quelques petites questions. Il me dit, je vous arrête. 37 ans, 17 ans de placard. 17 ans de placard. 13 condamnations, etc. Bref. En réalité, des conneries, mais de plus en plus graves. Et j'en arrive à le faire parler sur sa femme, sur ses 3 enfants, dont un est dans un centre de formation pour sportifs de haut niveau. Alors je lui dis, réfléchissez un peu, vous avez une chance extraordinaire. Votre femme qui habite, vient vous voir à Arras, prison des Carabiniers, rue des Carabiniers, un cul-de-sac, ça va pas être marrant. Elle vient vous voir avec les 2 grands, et quand elle le peut, avec le petit, qui a 9 ans. Et le grand, quand on lui dit, il fait quoi ton père? Mon père, il est au placard. Vous pourriez pas faire autre chose? Bah, moi, mon âge, je suis foutu. Non, monsieur. L'épidémiologie nous montre que jusqu'à 40 ans, il est possible de se sortir. Et je baratine avec lui. Nous sommes restés jusqu'à 12h15. Je suis retourné 6 mois après pour faire une autre expertise, et la directrice adjointe de la prison vient me voir et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais attendez, il a demandé à apprendre vraiment à lire parce qu'il ne savait pas bien, compter, alors là, aucun problème, excellent, bon, et est en formation. C'est tout. Mais ce garçon, dès qu'il a pu aller au placard, il y est allé, parce que ça classe quand même d'aller au placard. C'est là qu'on entre dans la morale post-conventionnelle. Choix de contrat social, respect des droits individuels et collectifs, choix et respect des grands principes, éthique universelle de justice, etc. Je passe sur tout. Et là, je peux vous assurer que tous les sujets que j'ai vus, qui sont inscrits dans des formes de radicalisation, quelles que soient les formes de radicalisation, rejettent des formes existantes de manière haineuse. C'est la haine. C'est la haine. Ce n'est plus le dépit des petits, ce n'est plus la rage des intermédiaires, c'est la haine. Et là, ça devient extrêmement difficile. Si en amont, la socialité et la sociabilité ont connu un déroulement anormal, pour ne pas dire pathologique. On peut le faire, mais c'est vraiment très difficile. Et au-delà de 40 ans, d'un point de vue épidémiologique,
C'est une telle identification aux symptômes, dirait Villochet, que c'est quasiment impossible. Alors, dans les radicalisés, parce que je pourrais aussi vous faire un exposé rien que sur là-dessus, dans les radicalisés, vous voyez des jeunes entrer, jeunes garçons et filles, entrer en radicalisation, jeunes. Mais vous voyez aussi des gens de 40 ans et plus entrer en radicalisation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la middle life crisis, c'est la crise de milieu de vie. Reviennent tout un tas de questionnements identitaires qui, normalement, vous voyez, la période précédente de personnalisation, là, on peut jouer. Mais dans une véritable discussion philosophique avec les jeunes, même en institut éducatif, médico-éducatif. Ces enfants soi-disant débiles qui sont dans les IME, etc. Si vous les analysez sur le fond, vous voyez que ce sont des sujets disharmonieux. Je dis ça parce que j'ai baigné dedans assez longtemps. Et je baigne encore dedans. Hier, j'étais au téléphone avec un pédopsychiatre, justement, sur des cas comme cela. Mais quand on a 40 ans, et que d'un seul coup, vous avez, je dirais, le retour du refoulé de tout ce qu'on a vécu avant, on faisait la ribouledingue, on faisait la grande vie, etc., on buvait, on fumait par tous les bouts, etc. Et puis d'un seul coup, l'échéance. Certains copains qui meurent, d'autres qui... Et on est rattrapé par des questionnements du premier âge, des premiers âges. C'est différent. Et là, vous l'avez peut-être vu dans les actualités, tous ces jeunes qui ont fumé la vie, grillé la vie par tous les bouts, et puis d'un seul coup, pof, ils basculent. Et ils basculent sur quoi? Ils basculent sur des phénomènes que l'on n'analyse pas suffisamment. Des phénomènes ponctuels. Deuil, séparation, rupture brutale, professionnelle, scolaire. Ça demande du temps. L'année dernière, on m'a demandé comment je pourrais bien faire pour... Et quand j'ai dit qu'il fallait, parce qu'il y en a 640 qui vont sortir, quand j'ai dit qu'il fallait 6 heures à peu près pour faire un examen de fond et donner des résultats. 3 heures d'examen et 3 heures de conclusion. On m'a dit, ah non, il faudrait faire 140 minutes. C'est tout. Oui, les radicalisations, ce sont des avatars de l'éducation. De la radicalité enfantine à la relativité personnalisée. Ces sujets ne sont pas entrés dans la relativité personnalisée. Tous les jeunes, ou presque, sont éducables à condition de venir à bout des dérégulations éducatives qu'ils ont connues. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de tout petits, etc., de toutes petites. Je prenais tout à l'heure l'exemple de cette femme, 5 enfants de 4 pères différents. Oui, j'y arrive. 5 enfants de 4 pères différents. J'ai à expertiser 2 enfants qui ont été victimes d'abus sexuels. Une enfant de 8 ans, 4 mois, une autre de 6 ans, 2 mois. Je pratique mon expertise, etc. Et j'en arrive, l'expertise toujours en aveugle. Et ensuite, j'en arrive au fait. Bon, alors, il y a un monsieur qui n'a pas été gentil avec vous, et la grande... tu sais, moi, il m'a pas baisé. Moi, je lui ai dit, on est encore petite. Si tu veux faire ça, t'as qu'à te chercher une meuf. 8 ans, 4 mois. J'avais réuni les 2 petites que j'avais vues individuellement. Et à ce moment-là, la petite se lève et elle met son menton là et elle me dit, tu sais, eh ben, moi, il m'a baisé, mais le copain à maman, il a dit, puisque tu as fait ça à ma fille, eh ben, je te pique ton ordi. Eh ben, moi maintenant, j'ai un beau petit ordi, il est tout blanc, puis tu sais, il marche bien.
Rappelez-vous, Nana, Zola, no comment. Besoin de formation à la parentalité dès l'enfance et l'adolescence. C'est quoi un papa, c'est quoi une maman? Comment on peut s'amuser à résister à la frustration? Comment on arrive à la sublimation? Comment on est normalement sympathique et on peut devenir empathique? Observez le locus de contrôle. Alors, c'est quoi le locus de contrôle? Interne. Est-ce que je m'attribue toutes les saloperies qui peuvent m'arriver dans l'existence, ou est-ce que, systématiquement, dans les cours d'assises, c'est pas de sa faute, pauvre petit, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman, dédouané. Et c'est de grands avocats qui disent ça. Comment voulez-vous ne pas les croire? Là, il y a un travail à faire. Pour les cas repérés, là, les plus profondément, c'est ce que je préconise, allez, analyse, comparaison personnalité consciente-inconsciente, coping, façon de réagir, etc., et inconscient. Travailler le faire-face pour promouvoir des capacités. Tout le monde en est capable. Le tout est d'être. Je me suis évertué à montrer cela sur un cas à la prison d'Osny. Ça marche. Mais il ne faut pas laisser détruire votre boulot en introduisant des imams pervers, alors que vous n'y êtes pas souvent, eux, ils sont toutes les semaines. Mais pour cela, comme je dis, il faut du temps. Et quand vous voulez essayer de faire et proposer des choses, on vous dit non, il faut 40 minutes pour faire une expertise. Merci. Je ne sais pas si vous étiez passionné comme moi, mais moi j'ai appris plein de choses. Hein. Il faut voir des cas cliniques, des situations, parce que c'est facile de faire un discours théorique, mais là c'était des cas. Et je pense que vous êtes des professionnels, il nous reste encore 10 minutes. Hein, et on va profiter pour avoir 2-3 questions, et là pour centrer et puis compléter. C'est toujours difficile, hein, le premier intervenant, intervenante, mais vous allez voir, après, on ne peut pas vous arrêter. Voilà. Qui va ouvrir le débat? Je pointe. Mais il ne vous a pas assommé. Hein? Voilà. Ah, merci, j'étais en train de dire Monsieur Boussepsi, mais je le dirai après. À vous. Il y a le micro, regardez. Il faut bien parler dans le micro. Je suis désolé parce qu'on me l'a dit pour enregistrer, ah bon? Mais vous avez une belle voix, hein. Et le porter là-bas. Pour écrire. Si vous voyez comment bonjour. Donc je vais poser une question totalement d'un regard totalement novice, donc qui paraîtra peut-être absurde, mais qui pour moi a du sens. Donc je me présente. Je suis médecin psychiatre. Je travaille dans un ESAT, établissement d'aide service d'aide par le travail pour des personnes handicapées mentales et handicapées psychiques. Et je voulais savoir s'il existait un réseau ou des numéros de téléphone, des réseaux sociaux en dehors donc d'un ESAT ou d'un CMP, d'un centre médico-psychologique ou autre, parce que nous ne sommes pas formés, c'est pas notre boulot de savoir si une personne est en train de se radicaliser ou est radicalisée lors de l'admission. Et normalement, c'est quelque chose qui, moi, à mon sens, devrait être externalisé. Et est-ce qu'il existe des réseaux, des numéros de téléphone, voilà, un petit répertoire de personnes qui pourraient nous aider pour envoyer la personne, accompagner la personne ou pouvoir venir, enfin je ne sais pas, voilà. Donc c'est une question, je ne sais pas si elle fait sens dans cette journée. En tout cas, c'était une réponse que moi personnellement j'étais venue chercher. Je dirais c'est rigolo parce que hier soir, je vous dis, j'étais au téléphone avec un ami pédopsychiatre. C'était ce qu'on évoquait.
C'était ce qu'on évoquait en disant il faudrait quand même, bon, Guy Coulombelle, qui est pédopsychiatre à Amiens, qui est pédopsychiatre en privé, mais aussi pour une association, une grosse association dans la Somme. Et on disait il faudrait qu'on arrive à se regrouper et en quelque sorte à former un réseau, un treillis. À notre connaissance, il n'y a rien d'organisé à ce niveau-là. Alors, vous allez pouvoir peut-être... Parce qu'on vous enregistre, alors. Ah, d'accord. Ah, voilà. Voilà. Attention à ce que vous... Ah bah oui, faut que je m'exprime bien. Alors, faut faire attention. Alors, j'ai un cas concret, en fait. Depuis quelque temps, donc nous avons admis un jeune homme qui est un jeune adulte. Moi, je l'ai reçu en tant que psychiatre dans la commission d'admission. Tout était, le dossier était correct, le dossier social administratif était correct, ses demandes et ses compétences étaient cohérentes. Notre directeur de l'époque a senti un parfum de radicalisation. Quand je dis parfum, c'est-à-dire que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, hein, voilà. Un parfum, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est presque instinctif, c'est-à-dire que il avait l'impression que ce jeune homme était radicalisé, mais il ne savait pas comment l'expliquer. C'était vraiment quelque chose, voilà. Le temps a passé, ce jeune homme avait une conduite tout à fait normale chez nous. Et là, très récemment, par des on-dit, donc effectivement, c'est pour ça que moi je reste très très prudente et que j'aurais aimé externaliser ce cas par des spécialistes de la prévention de la radicalisation. Une de ses collègues nous dit que sur des réseaux sociaux, alors que son comportement ne montre rien à l'ESAT, il publie des vidéos très violentes de Daesh, voilà. Et donc ça on l'a su donc la semaine dernière. Donc moi je me suis dit oulala, je vais aller à cette journée, ça va être extra, ça tombe pile poil. Et du coup que faire? Oui, alors je ne sais pas si j'ai là le contenu d'une conférence que j'ai donnée à Amiens à la fin du mois de juillet. Mais bon, pour moi, il y a 3 types de sujets radicalisés. Il y a les suivistes, ceux-là n'ont que des traits anormaux, détectables, bien sûr, par des tests projectifs et des tests de copying, des tests de recul de contrôle. Comparaison, pathologie sous-jacente sur des traits, pas structure, des traits. Et à ce moment-là, c'est les sujets, oh mais alors, jamais je n'aurais pu penser que, etc. Bon, ils ont une vie secrète uniquement fondée sur des aspects de traits pathologiques. Vous avez ensuite les nihilistes, avec là, des structures proches d'aspects hystériques. Et puis vous avez les véritables extrémistes, peu nombreux, qui eux ont vraiment une structure sociopathique ou parano. Alors bon, j'ai vécu au milieu d'eux pendant 7 ans. Je ne suis pas toujours, même quand encore en Algérie, en odeur de saleté, quand j'y retourne, ça laisse des traces. Mais la plupart sont des suivistes. Et c'est là ce que vous décrivez là, c'est tout à fait. Et là, mais l'important avec cela, c'est de déterminer les traits. Celui dont je parlais tout à l'heure d'Osni, mère marocaine, père portugais, c'était un garçon qui a été suivi sur les traits qu'on a déterminés. BTS, très intelligent, etc. Mais sous influence. Et ceux qui les recrutent sont excellents pour intuitivement. Merci à vous deux.
Oui, une petite parenthèse, puis c'est à vous. C'est un petit peu Migration Santé, comme vous le savez, c'est une ruche. Et là, tout à l'heure, j'ai dit, on a refusé pas mal de personnes qui ont voulu s'inscrire. Et on a pensé, avec la direction de la Cité des Sciences, d'organiser un grand colloque. Parce qu'ils ont une très grande salle. Je ne sais pas ceux qui sont venus la dernière fois sur la santé mentale des migrants. Si vous êtes d'accord, on fait un petit groupe de préparation d'ici un an. Ça ne sera pas avec vous, avec Riyad, avec Stéphane. Et puis on prépare un grand colloque, ça sera une réflexion avec une publication, donc à Migration Santé, on est à votre disposition. Ça sera un plaisir, et vous êtes les premiers invités. Alors préparez, si vous voulez faire partie du groupe, vous êtes les bienvenus. Autrement, vous êtes invités à ce grand colloque qui sera d'ici un an sur la question, et on profitera pour développer. Désolé de vous interrompre, mais c'était pour annoncer. Je vous en prie. On restera en contact. Oui, c'était pour essayer de répondre très partiellement, en tout cas, à la personne, mais qu'un psychiatre, qui a posé une question intéressante. Juste pour partager une expérience dans l'Oise, en AMO renforcé, où effectivement nous avions reçu une directive du ministère de la Justice, avec une obligation, entre guillemets, comme une obligation de rédiger une information préoccupante, comme un signalement, de signaler tout sujet, puisqu'on travaillait auprès d'adolescents de 13-18 ans, qui étaient en risque de radicalisation. Donc en fait, vous avez un numéro gratuit, national, je regrette depuis de l'avoir en tête, mais en tout cas, vous pouvez contacter un officier, un policier formé en fait à ce sujet, et qui, vous êtes en lien permanent avec lui, ou en fait pour échanger sur quels sont les signes de des changements de ce jeune, qu'est-ce qui commence à changer en termes d'alimentation, de décoration de chambre, comment il se désocialise, est-ce qu'il n'est pas en train de vendre toutes ses affaires, enfin voilà. Et vous êtes en permanence en lien, en tout cas, avec un professionnel qui peut vous guider. Alors c'est vrai que les professionnels sont un peu hésitants et regardants à signaler quelqu'un qui effectivement après va être suivi, faut pas se mentir. Il sera fiché entre guillemets, il faut pas se leurrer, son téléphone portable va être tout le temps repéré, il va être quelque part suivi, mais il y a comme une obligation aujourd'hui qui se pose pour les professionnels, en tout cas quand il y a un risque, de se rapprocher des services compétents et de travailler en collaboration étroite avec eux. Présentez-vous. Écoutez, c'était juste pour faire un lien, j'étais éducateur il y a quelques années en AMO renforcé à Beauvais, dans l'Oise, et aujourd'hui je travaille en AEMO dans le Val d'Oise. Voilà. Non, si je dis ça, c'est pour que vous restez en contact. C'est-à-dire là, vous avez un psychiatre, un formateur, donc ça ne sera pas seulement le fait de venir, mais aussi de créer des liens entre vous. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste vous répondre, parce que votre réponse est très pertinente. Nous avons effectivement une population ici à risque, puisque vulnérables, en situation de handicap, donc ce sont des personnes qui évoluent en milieu protégé et pas en milieu ordinaire. La police s'occupe et prend en charge tout ce qui est du milieu ordinaire. Nous avions dans comment dirais-je, nous avons plusieurs ESAT, plusieurs structures dans notre association. Voilà. Et dans un établissement, on a constaté justement un salarié s'était radicalisé. Et donc là, la police est intervenue. Là, pour un jeune en situation de handicap, je ne pense pas que... Alors, nous avons le devoir, effectivement, d'exprimer le doute par rapport à une situation, etc. C'est une obligation. Mais je me vois mal aller le signaler à un policier qui n'est pas formé au handicap mental ou au handicap psychique. Et donc voilà, en fait, ce que je cherchais, c'était dans ma question, c'était justement, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient compétents pour recevoir une personne handicapée mentale ou handicapée psychique, pouvoir faire un entretien qui permette de déceler des signes de radicalisation. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre réponse.
Si je peux m'exprimer, j'ai dit radicalité et pas radicalisation. Hier, en Crimée, un jeune entre et zigouille 19 de ses copains et copines, un prof, etc. Bon. Aux USA, c'est tous les jours. La religion n'y est pas forcément pour quelque chose. Et pourquoi je dis qu'il faut absolument élargir le problème? Ce sont vraiment des déséquilibres éducatifs, ce sont vraiment des avatars de l'éducation. Après, oui. Je voulais vous poser une question sur la violence. En fait, quand vous parlez de radicalité, c'est vrai que dans l'exposé, j'avais en tête le mot violence et peut-être la violence fondamentale. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur votre conception, radicalité, violence? Est-ce que la violence, elle est finalement inhérente? Je ne réponds pas. Il y a une collègue qui répondra cet après-midi. Ah ben, super. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Allez, Annette, oui, et ben, il y a docteur. Moi, c'est juste un mot. C'est le problème qui, à mon sens, est vraiment à la base de cette radicalité, enfin, radicalisation problématique terrifiante. C'est que souvent, le plus souvent, les pères sont absents. Et que l'absence du père est un drame total, puisqu'il n'y a pas le modèle, il n'y a pas la possibilité, la mère est là, elle ne peut rien faire, et le fils, en général, n'est pas guidé par son père. Les pères sont absents, ils sont ailleurs, ils sont dans d'autres pays, ils ont 2 femmes, 3 femmes, et c'est ça le problème le plus grave, à mon sens. En ce moment, 10 secondes. En ce moment, je travaille sur une thèse sur les mères adolescentes en Guyane. Là-bas, les hommes n'existent pour ainsi dire pas, c'est les femmes. Oui, non, mais c'est pas ça.